Merci à tous d'être présents, chers PG, chers mentionnés PAC hybride, chers fabricants, chers distributeurs, pour être là ce matin. Ce webinaire, organisé par l'Association professionnelle du gaz. Je me présente, Romain Ruillard, directeur général de l'Association professionnelle du gaz. Je rappelle que cette association a été créée par les 3 organisations professionnelles, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment, et le SINASAV, avec aussi le distributeur GRDF. Alors, merci d'être présent ce matin. Il nous semblait important, en tant que mentionné PAC hybride, à ce jour 1400 membres, de pouvoir vous faire un retour sur un sujet prégnant, notamment depuis que la mention PAC hybride a été lancée, elle va bientôt souffler ses premières bougies. Eh bien, il y avait un sujet qui a connu pas mal de rebondissements, c'est le dimensionnement des PAC hybrides, pour le coup. Et il nous semblait maintenant que l'avion est atterri sur cette problématique, de pouvoir vous en rendre compte et pouvoir donc vous proposer ce webinaire qui, je le rappelle, s'intitule « Comment bien dimensionner la PAC hybride afin de développer vos ventes ». Voilà. Donc ce webinaire, c'est une première et c'est le début d'une grande série sur la PAC hybride, parce que notre objectif à l'association PG, c'est évidemment de vous apporter du business. Voilà. Une différenciation avec la PAC hybride, ça a commencé, et pour vous inscrire complètement dans la transition énergétique de l'État français. Alors, je vois qu'on est arrivé à 135 participants, et j'en suis ravi. Quelques règles de fonctionnement de ce webinaire, parce qu'on est en famille et qu'en famille, il faut toujours un peu de règles. Je vous propose, et j'ai été ravi de voir tous vos visages, mais pour une fluidité d'Internet, de couper vos micros et vos caméras, si vous le voulez bien, pour éviter voilà, des flux qui vont être perturbés durant ce webinaire. Je vous propose aussi de poser vos questions dans la partie QR. Contrairement aux visios que vous connaissez, où on peut avoir un fil de conversation, nous avons souhaité revoir cet élément afin de faire en sorte d'éviter un fil de discussion interminable, mais plutôt que vous posiez vos questions. Ces questions seront envoyées à nos modérateurs derrière leur ordinateur, qui nous renverront des questions, pour le coup, qui agrègent certainement plusieurs autres questions, afin qu'on puisse faire poser ces questions à nos intervenants, et que vous puissiez, en fin de webinaire, recevoir les réponses. Donc, en gros, 40 minutes de messages avec nos intervenants, 20 minutes de réponses aux questions. N'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît, pour la tranquillité auditive de tout le monde. Et je voudrais finir par vous dire que le webinaire est enregistré pour pouvoir ensuite le mettre sur nos réseaux. Voilà, donc ce QR, je reviens dessus, vous le retrouverez voilà, à gauche de la caméra et à droite de réaction. Voilà. Vous cliquez dessus, un panneau s'ouvre, vous formulez votre question, vous l'envoyez, ça part à nos modérateurs qui feront la synthèse de ces différentes questions. On verra ça donc vers 11h50, soit 40 minutes après le début de notre webinaire. Nos intervenants, vous les découvrez, vous les avez peut-être vus aussi tout à l'heure par la vidéo. Ce que je vous propose pour gagner du temps, et parce que nous avons eu du retard, c'est qu'ils se présenteront au moment même où ils prendront la parole. Mais donc nous avons, comme vous pouvez le voir, des personnes de renom qui vont chacun intervenir sur un point particulier du webinaire. Et d'ailleurs, voici le programme. Le programme en 4 parties. Une première partie plutôt large sur le rôle majeur de la PAC hybride et de l'hybridation en général dans le mix énergétique, qui a réellement sa place dans le système énergétique puisqu'il va permettre de nombreux avantages, écrêter les problématiques de pointe, amener de la résilience au système électrique, limiter les investissements, décarboner l'usage chauffage notamment, qu'on soit en période de pointe, en période hivernale ou en période, pour le coup, de température clémente. Julien Dartout reviendra sur les atouts de la pompe à chaleur, ces atouts propres en termes de produits, que vous soyez, vous, professionnel PSG mentionné PAC hybride, mais aussi pour le client. Donc on rappellera tous ces atouts pour ces 2 populations distinctes. Et on verra ce qui nous anime particulièrement aujourd'hui, le dimensionnement, et on vous apportera les critères réglementaires ainsi que le panoplie d'outils existants pour pouvoir bien dimensionner vos pompes à chaleur hybrides et ainsi développer vos ventes. Développer vos ventes qui sera le dernier sujet,
Et notre objectif derrière, c'est que finalement, on vous inculque d'avoir un nouveau réflexe quand vous êtes en prospection avec un client pour pouvoir proposer cette PAC hybride. Voilà. Donc première partie, le rôle majeur de l'hybridation dans le mix énergétique. Avec un titre pareil, forcément, on pourrait y passer des heures. Je vais donc essayer d'être le plus synthétique possible. Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que aujourd'hui, notre gouvernement a un objectif en tête, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050 et évidemment la baisse de nos consommations par l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, ce qui est imaginé, bien sûr, c'est une stratégie. C'est d'ailleurs un peu dommage, mais c'est comme ça qu'on le sent de la part du gouvernement quand on est avec eux et qu'on les écoute. C'est l'électrification des usages, une électrification absolument massive qui vise à tout électrifier. Je pense aux process industriels, je pense à la mobilité, que la mobilité soit sur des véhicules légers ou des gros porteurs. Je pense au chauffage, qu'il soit en résidentiel ou en tertiaire. Et donc pour le faire, et pour atteindre la neutralité carbone, ils souhaitent se baser sur des moyens de production bas carbone. Je pense bien sûr aux centrales nucléaires, je pense aux ENR actuels et aux ENR en développement. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien revenons à la réalité. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a tout de même un problème dans la stratégie actuelle, en tout cas pour répondre à cette neutralité carbone 2050. Bon, c'est qu'on a 50% des centrales qui sont indisponibles à ce jour. Elles sont soit en maintenance, soit en grand carénage, soit pour certaines avec des problèmes de corrosion. Et donc, à ce jour, en 2022, on nous indique qu'il va y avoir des coupures si notre hiver est important et qu'il va nécessiter quelques délestages. Pour compléter mon discours, vous avez certainement entendu qu'aujourd'hui, un pacte franco-allemand a été mis en place, un pacte gaz contre électricité, si je peux me permettre cette formule, pour reprendre une formule que nous avons en tête, euh, qui a pour objectif voilà, de amener de l'électricité à partir des centrales allemandes contre le gaz afin de limiter le gaz venant de Russie pour l'Allemagne, dans une logique aujourd'hui en lien avec le conflit russo-ukrainien. Je rajouterai à ceci que, heureusement finalement que nous avons le patrimoine des stockages souterrains en France pour pouvoir répondre à ce besoin et ce pacte franco-allemand, pour pouvoir derrière assurer les besoins énergétiques dans le cadre de ce pacte. Et sachez aujourd'hui qu'en octobre, nos stockages souterrains, heureusement, sont quasiment pleins, à 98%. Maintenant, revenons à un principe de réalité aussi, et je passerai peut-être au second slide, que vous connaissez parfaitement, et je m'attacherai à vous le représenter. Pour la neutralité carbone, si on s'attache à utiliser les centrales nucléaires, eh bien aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est engagé à relancer le programme nucléaire. Programme nucléaire qui, comme on l'a vu avec l'EPR de Flamanville, voilà, a quelques déboires, on ne va pas se cacher, sur sa facture et sur ses délais. Et donc, pour faire en sorte de rénover le parc électrique, eh bien, il va falloir, et selon les mots d'Emmanuel Macron, engager 6 à 14 EPR en plus. C'est donc des factures considérables que le contribuable français devra assurer, pour en plus une production électrique qui devrait atteindre les 24 gigawatts, puisque l'EPR de Flamanville, c'est 1,6. Si je le multiplie par 14 ou 15 EPR, c'est le maximum que Emmanuel Macron a imaginé. On arrive à 24 gigawatts. Et quand vous voyez ce graphique que vous avez devant les yeux, qui empile les moyens de production électrique en bleu, en vert pour le gaz, en rose pour le bois et les réseaux de chaleur, et en gris pour le fioul GPL, eh bien on se rend compte que ces 24 gigawatts dont je viens vous parler est finalement très minime par rapport à ce que fournit l'électricité sur l'ensemble d'une année, et tout petit par rapport à ce que la France a besoin en termes de besoin de puissance sur l'ensemble d'une année. Ainsi, ce renouvellement du parc nucléaire est surtout pour faire en sorte de rénover nos centrales, mais pas pour arriver à l'objectif final qui est de faire du 100% électrique sur l'ensemble des usages. Ainsi, ce que je voulais vous dire, c'est que à l'association PG,
nous croyons énormément au mix énergétique pour des raisons absolument physiques, et je vais revenir sur l'explication de ce graphique. Et donc, je peux vous confirmer à ce jour que le gaz a de pérennité à court, moyen et long terme avec ceci. Donc, revenons maintenant à ce graphique. En effet, ce graphique, il démontre que nous consommons 4 fois plus d'énergie en hiver qu'en été pour assurer les besoins des compatriotes et les besoins en général de la France. Et donc, heureusement que nous avons, en plus du parc électrique, les systèmes gaz, bois, fuel, GPL, pour pouvoir passer de ce 75 gigawatts ou 85 gigawatts en hiver à ces 280 au total. C'est bien l'intérêt du mix énergétique. Et donc, pour revenir à l'objectif gouvernemental qui est d'électrifier massivement les usages, eh bien, on se rend compte que si on le faisait, il faudrait monter à 280 gigawatts, ça serait donc des investissements pharaoniques, alors qu'aujourd'hui, on peut utiliser des réseaux déjà payés par la collectivité et faire en sorte de répondre à nos besoins énergétiques qui, heureusement, vont baisser dans l'avenir grâce à la rénovation des bâtiments, grâce aux éco-gestes de ce jour et grâce à l'efficacité énergétique de demain. Tout ça pour vous dire quoi? Que la PAC hybride, c'est le système qui nous réunit aujourd'hui, est un système extrêmement intéressant une fois qu'on a fait ce panel du mix énergétique et de l'objectif 2050. Puisque finalement, la PAC hybride, c'est un condensé du mix énergétique que vous aurez à la maison, que vous avez à la maison, ou que vous proposez chez vos clients. En effet, quand les températures vont être clémentes, fonctionner sur la PAC électrique, qui elle, pour le coup, propose des COP maximum, est extrêmement intéressant, puisque on va utiliser à ce moment-là les moyens de production bas carbone, les énergies renouvelables électriques, le nucléaire, le fil de l'eau. Alors qu'à contrario, quand les températures vont être beaucoup plus basses, il est extrêmement intéressant de libérer le réseau électrique et d'utiliser le gaz, qui pour le coup va avoir un rendement supérieur au COP à ce moment-là, et d'utiliser pour le coup le gaz qui va bien être plus efficient que les moyens de production à flamme qui sont allumés quand on est en hiver. Je pense aux centrales à gaz, je pense aux centrales à charbon et au fioul. Je rappelle donc, j'indique clairement que la PAC hybride, c'est une aide à la pointe électrique, c'est une aide à la résilience du système électrique, et ça permet de la flexibilité. En effet, aujourd'hui et encore plus demain, des agrégateurs pourront se permettre de pouvoir aller choisir telle énergie quand on est sur une PAC hybride. Ça amène cette flexibilité d'un réseau électrique qui pourrait être en difficulté. Je complète mon discours en disant que l'ADEME a démontré que la PAC hybride ne rejette pas plus de CO2 qu'une PAC 100% électrique. Ah oui, en effet, si on évite d'aller démarrer des systèmes de production à flamme, évidemment, au final, on a un CO2 rejeté, au final, qui est équivalent. Et je pousserai même mon discours à dire que pour cette période et cet hiver 2022-2023, la PAC hybride en hiver qui va fonctionner sur du gaz naturel va être bien plus bas carbone que cette électricité qui va venir des centrales charbon de l'Allemagne dans ce cadre SPACT. Voilà. Je finirai mon propos sur ce slide pour vous dire que, vous le savez, la troisième révolution gazière est en cours, faisant que des gaz verts vont être intégrés dans les réseaux, c'est en cours déjà, mais qu'on va atteindre 20% de gaz vert au sein du réseau de gaz d'ici 2030, en s'appuyant sur la méthanisation, mais aussi sur les gaz biopropane, ou les gaz en récipient, et que bien sûr, à l'horizon 2050, l'objectif est d'atteindre 100% en s'appuyant bien sûr sur les gaz de pyrogazéification et de power to gas. Ainsi, j'en finirai là mon discours, le mix énergétique est essentiel à notre système énergétique français et que la PAC hybride s'intègre complètement dans ce mix énergétique. J'en veux pour preuve l'ensemble des éléments que je vous ai indiqués ici et que finalement je résumerai par la PAC hybride,
c'est la solution locale à un problème global. Et il n'y a pas que l'association PG qui le dit. Aujourd'hui, de grandes sociétés l'indiquent. RTE, qui est pour le coup assez loin du réseau de gaz, mais qui est très conscient des investissements qu'il devra faire sur son réseau dans les années à venir pour assurer les besoins énergétiques et électriques français, indique dans ses scénarios prospectifs à l'horizon 2050 2,5 millions de packs hybrides sur le territoire français. L'ADEME va plus loin en proposant 5,7 millions de packs hybrides. Tout ça nous fait, sur les 27 prochaines années, qui nous amènent à 2050, environ, pour le chiffre de RTE, 100 000 packs hybrides par an installés, et pour l'ADEME, 200 000 packs hybrides installés. Donc, comme vous pouvez le voir, de nombreuses sociétés, des associations, des groupes gouvernementaux l'intègrent pleinement dans leur scénario prospectif. Et donc, c'est une vraie réalité, cette pack hybride. Pendant que la France s'éveille sur l'intérêt de la PAC hybride, grâce à vous mentionnez PAC hybride, eh bien aujourd'hui, il y a des pays qui ont pris le virage. Un virage extrêmement important, puisque les Pays-Bas imposent dès 2026 la PAC hybride de manière réglementaire dans les bâtiments neufs et existants lors d'un changement de matériel. Les Italiens proposent aussi un super bonus pour l'installation de ces matériels sur son territoire. Et on revient de loin, puisque là, l'exemple caricatural de la Hollande, qui était un pays extrêmement gazier avec le gisement de Groningue, du jour au lendemain, a souhaité interdire le gaz. Et puis, principe de réalité, comme j'ai tenté de vous le présenter pour la vision énergétique française, eh bien, ils sont revenus à une proposition modérée, en prenant le meilleur de la pompe à chaleur et le meilleur du gaz à des moments bien précis pour sauver leur système énergétique. J'en finirai par ces quelques mots, vous dire que la PAC hybride amène des éléments extrêmement intéressants sur le système énergétique, j'espère vous avoir convaincu, mais aussi pour le climat. Si je fais une synthèse de ces quelques termes, en effet, des bénéfices sur le système énergétique, puisque c'est la bonne énergie au bon moment, c'est ce que permet en effet la PAC hybride. Elle va permettre de gommer les pointes électriques, elle va permettre d'amener de la flexibilité, puisque avec cette double énergie, des agrégateurs pourront choisir le gaz ou l'électricité fonction d'un contexte local, pourra permettre de limiter les investissements sur notre réseau électrique en laissant la place au gaz au moment où il est le plus efficient. Et bien sûr, en lien avec ce que je viens de dire, décarboner, des bénéfices pour le climat. La PAC hybride permet largement de décarboner l'usage chauffage, et l'ADEME le démontre dans ses rapports. Et en effet, c'est la bonne énergie au bon moment, je le rappelle. La pompe à chaleur électrique au moment même où des centrales nucléaires ne sont pas sous tension, et je ne fais pas de mauvais jeu de mots quand je dis ça, pour pouvoir faire tourner le cycle thermodynamique. Et à contrario, quand on est en période froide, ceci limite le démarrage de centrales à flamme, centrales à gaz, centrales au fioul, centrales à charbon, et laisse la place au gaz qui brûle dans une chaudière au plus près du besoin de chauffage, qui est le système énergétique le plus efficient pour pour répondre aux besoins de chauffage de l'usager. Voilà. Écoutez, en ce qui concerne la vision de la PAC hybride dans le mix énergétique, j'espère vous avoir convaincu. Je laisse la parole, pour le coup, à Julien Dartout, qui va se présenter, comme je le disais tout à l'heure, et qui va nous parler des atouts de cette technologie. Julien, alors non, alors excuse-moi Romain, c'est Pascal sur cette partie-là. Moi, j'interviens sur le dimensionnement. Je m'excuse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Pascal. Oui, tout à fait, on t'entend. Ok, donc je me présente rapidement. Donc Pascal Housset, avant toute chose, donc chef d'entreprise, installateur chauffagiste en Seine-et-Marne depuis 28 ans, une entreprise de 12 personnes, donc spécialisée en chauffage génie climatique et
véritablement très intéressé bien sûr par les installations de pompes à chaleur hybride gaz depuis plus de 10 ans. Donc avec une vraie expertise et retour à la fois en termes d'installation mais aussi de maintenance. Alors je ne voudrais pas être redondant sur les propos que Romain a pu avoir sur les effets purement énergétiques. Je vais me placer plutôt en position d'installateur et pouvoir parler ainsi aux confrères en termes de facilité d'installation. Ce qui est intéressant avec la PAC hybride gaz, c'est la compacité du produit. On sait très bien que, bien évidemment, le marché concerné va être le remplacement en grande partie de systèmes fuel où on est sur des proches, à proximité des réseaux gaz, nous permettant effectivement d'installer ce type de système. Mais aussi, on voit une forte demande ces derniers temps de remplacement de systèmes de chaudière gaz non THPE par des packs hybrides gaz. Donc, on sait très bien qu'on a un parc très important de chaudières murales. Et souvent, c'est lorsqu'on a aussi de la production d'eau chaude, ça peut être parfois compliqué d'aller mettre un système de pompe à chaleur avec un ballon intégré qui prend beaucoup plus de place. Donc là, on a un produit qui est assez compact. Alors après, ça dépend des fabricants, hein, parce que tous les fabricants n'ont pas forcément à disposition un produit mural avec une production d'eau chaude intégrée de type semi-accumulation. Mais on voit, on a pu, pour ceux qui ont eu la possibilité de faire un petit tour sur Interclimat, on a pu voir toutes les évolutions produits de nos industriels qui vont en ce sens. Donc, compacité du produit, facilité d'installation. Rappelons aussi toujours d'un point de vue technique, deux écoles de ces produits-là, comme on le retrouve en tout pompe à chaleur, la possibilité d'avoir des systèmes qui sont de type bibloc, mais avec des liaisons frigorifiques entre le module intérieur, donc, où il y a la chaudière, et le groupe extérieur. Mais il existe aussi des pompes à chaleur, ce que j'appelle de chauffagistes, avec possibilité de liaison hydraulique, donc circuit d'eau, entre le module intérieur où il y a la chaudière et le groupe extérieur. Parce que parfois, on le sait, pour nos confrères chauffagistes qui ont l'habitude de faire des installations de chaudière à gaz, ça peut être un frein que cette nécessité d'avoir la manipulation des fluides, etc. Donc ça, de ce côté-là, les industriels aussi ont travaillé et ont écouté nos demandes en termes d'installateurs. Ça, c'est sur le volet installation. Je rappelle également, j'en profite pour rappeler que lorsqu'on installe une pompe à chaleur hybride gaz, il faut faire, comme on le fait pour une chaudière à gaz, un certificat de conformité. C'est le même type de certificat de conformité que vous avez l'habitude de faire, si ce n'est qu'au lieu de cocher chaudière, eh bien, vous cocherez donc la PAC hybride, puisqu'il y a bien, je dirais, dans la nomenclature et dans l'affichage du certificat, la possibilité de le faire pour une PAC hybride. Voilà. Après, et pour finir, sur la maintenance, c'est vrai que c'est un sujet qui peut interpeller aussi. Nous avons bien évidemment le chauffagiste qui a l'habitude de faire de la chaudière THPE va retrouver un élément gaz THPE dans le module intérieur. Donc, il va retrouver, je dirais, ses points de repère sur cet élément. Après, sur la partie pompe à chaleur, finalement, on a une maintenance qui est quand même assez aisée, comme on peut le faire pour toute pompe à chaleur. Alors, effectivement, il y a une double maintenance qui est à faire. Donc, on a un coût qui est un peu supérieur à juste un entretien de chaudière ou un entretien de PAC. Mais finalement, on a pu constater que la tarification moyenne était quand même relativement modérée quand on recroise entre nos différentes OP. Je parle sous contrôle des confrères qui pourront réagir à ce propos tout à l'heure. Mais globalement, c'est plutôt bien accepté par les particuliers.
et là c'est l'expérience qui parle, ayant un nombre assez important de packs hybrides en entretien, le coût passe plutôt pas trop mal finalement auprès des particuliers. En regard du gain énergétique global qui est donné, hein, selon ce qui a été décrit tout à l'heure par Romain, on voit que par rapport à des anciennes chaudières non THPE gaz suite à du remplacement, on est bien souvent sur des économies de plus de 30%, qui sont plutôt de 40% en moyenne. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les travaux d'isolation nécessaires pour assurer là aussi la réduction de consommation. Mais on est sur des systèmes voilà, qui sont de plus en plus sur un format de plug-and-play d'installation, respectant bien les règles, et tout à l'heure Julien vous parlera des règles de dimensionnement qu'il est important d'avoir. Mais en termes d'installation, c'est une belle évolution pour nos installateurs. Souvent on a posé la question finalement, après la THPE, c'est quoi ? Eh ben aujourd'hui, on le sait, on en a la réponse, c'est la PAC hybride gaz qui peut répondre aux besoins des consommateurs avec un système performant. On a également, je parlais des industriels tout à l'heure, un éventail de produits qui est beaucoup plus ouvert qu'il y a encore quelques années. Hein. On avait très peu de fabricants il y a encore 3-4 ans en arrière. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une appétence des industriels à développer ce marché. On a vu quelques chiffres aux Pays-Bas, en Italie, où déjà il y a des demandes soutenues de ce type de technologie. Donc on espère, avec l'ensemble des confrères, arriver à challenger. Alors il faudra trouver les bras. Hein. Je pense que quand on a vu les chiffres tout à l'heure, on se dit que c'est des beaux enjeux pour nos entreprises, mais il va falloir aussi trouver du monde et recruter des gens, former des gens pour poser je dirais, ces chiffres ambitieux de pompes à chaleur hybride gaz. Voilà ce que je peux en dire en grande ligne. Rappeler aussi, juste pour finir, ça sera peut-être un peu plus loin, rappeler que la PAC hybride gaz profite des mêmes aides que le Tupac, que ce soit au niveau prime rénov et C2E, coup de pouce. Vous pouvez aussi utiliser l'éco-PTZ. Et bien souvent, l'éco-PTZ qui est plafonné à 15 000, mais permet dans beaucoup de cas de financer le remplacement du système de chauffage. Donc n'hésitez pas à utiliser cet éco-PTZ, le proposer à vos clients. Ça permet bien souvent, une fois que c'est aussi une tranquillité pour l'installateur, un client qui prend un financement, c'est aussi une garantie d'être payé à la fin des travaux. Pascal, une petite question pour toi quand même. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers la PAC hybride en tant que professionnel, si tu peux répondre à cette question? Eh bien, dès le début de cette solution, j'ai trouvé cet intérêt déjà de mixité énergétique. En fait, c'est aussi d'un point de vue géographique, pour bien comprendre pour l'ensemble des auditeurs. Aujourd'hui, étant en Seine-et-Marne, enfin déjà depuis 28 ans, on a un réseau électrique malheureusement qui est souvent dans les campagnes un peu faiblard. Et donc, il était bien souvent difficile d'avoir du triphasé quand on voulait mettre des pompes à chaleur, on n'avait pas la puissance. Donc la solution hybride a été tout de suite une réponse de pouvoir mettre une solution quand même de pompe à chaleur couplée avec l'énergie gaz et qui assurait en période hivernale que notre client puisse avoir chaud l'hiver, répondre à ses besoins d'eau chaude sanitaire de manière confortable, tout en ayant une maîtrise de ses coûts énergétiques. Donc finalement, ça a commencé comme ça. Ça a été essentiellement un produit qui avait été pensé au départ pour les installations propane. Rappelons-le quand même, à l'origine, c'était quand même un peu le marché. Et finalement, très vite, on s'est aperçu que la demande a été soutenue, enfin, a été progressive et soutenue maintenant sur les installations au gaz naturel, gaz vert maintenant. Et donc là aussi, on peut souligner ce point-là, on va peut-être l'indiquer un peu plus loin, mais le côté vertueux, c'est de se dire, d'un côté, j'ai une pompe à chaleur, je récupère des calories, mais en même temps, de plus en plus, l'évolution, et je pense on pourra indiquer les chiffres d'évolution du développement du gaz vert dans les réseaux gaz, le verdissement du gaz, comme on dit, va permettre également d'avoir un double système vertueux avec un système PAC en récupération de calories et de l'autre, une chaudière
qui va fonctionner de plus en plus avec aussi un gaz vertueux qui est le verdissement du gaz. Et puis cette double usage aussi de choisir son énergie, comme on dit, ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, c'est que finalement, ce qui plaît aux clients qui ont des packs hybrides, c'est le fait de ne pas se sentir coincé dans un seul système d'énergie, de dire bah, je suis tout gaz, je reste, voilà, j'ai pas trop le choix, s'il y a des variations de prix, je n'ai pas trop de possibilité de changer. Et en électricité, aussi ce doute, hein, parce qu'on a beaucoup aussi de particuliers qui se disent finalement, je suis satisfait de mon système gaz. J'ai une chaudière à gaz, quand on les questionne, est-ce qu'au niveau du chauffage, vous êtes satisfait? La plupart du temps, à plus de 90%, les clients vous disent oui, je suis satisfait de mon confort en chauffage, je suis satisfait de mon confort en eau chaude sanitaire, mais je voudrais consommer moins. Aujourd'hui, c'est ça le discours du consommateur, du particulier. Et donc, cette solution hybride, bah, finalement, va lui apporter à la fois cette réponse en termes d'économie, mais en même temps, on va le rassurer, et j'insiste sur le mot rassurer, sur le fait qu'il n'a pas, effectivement, il n'est pas en mono-énergie, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et en même temps, il est garanti d'avoir son confort, d'avoir chaud quand il fait froid, et d'avoir de l'eau chaude à volonté. Voilà ce qui a motivé ce choix et cette proposition en tant qu'installateur, en tant qu'artisan installateur, aux particuliers. Merci beaucoup, Pascal. J'aurais voulu aussi peut-être souligner le fait que l'avantage de la PAC hybride, c'est qu'on n'y trouve pas d'éco-délinquants sur ce marché. Je pense que tu vas me confirmer ça, Pascal. Et puis tu pourras nous parler de la remise des trophées de l'installateur 2022 en plus, non? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est certain, effectivement, tu as raison de le souligner. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a depuis 2019, on a beaucoup travaillé également avec l'AFPAC, il faut le souligner, sur un encadrement du marché de la pompe à chaleur. Malheureusement, on sait qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on a malheureusement des réseaux. Je dis bien des réseaux mafieux, hein, d'éco-délinquants sur le marché de la pompe à chaleur, qu'on ne retrouve effectivement pas ni en chauffage gaz, ni donc sur les packs hybrides gaz, parce que dès qu'il y a du gaz, finalement, ils ne vont pas sur ces sujets-là, parce qu'ils savent que c'est très encadré, c'est très réglementé, très suivi, et donc finalement, on est beaucoup plus serein sur ce marché-là. Néanmoins, si le marché demain devait être exponentiel, et ce qu'on espère, il faudra quand même être en vigilance et il faudra suivre ça, bien évidemment, de très très près. Et je pense que nos organisations professionnelles autour de l'écran aujourd'hui seront en accord avec moi là-dessus. On peut effectivement satisfaire et très, très heureux d'avoir eu effectivement un prix qui a été remis sur une belle installation qui a été faite. Il me semble de mémoire que c'était en Bretagne, hein, si je ne me dis pas de bêtises, où on a eu une installation de pack hybride, où d'ailleurs le confrère qui a réalisé cette belle installation avait indiqué un certain nombre d'arguments assez proches de ce que je viens de préciser. Et finalement, avec un client très, très satisfait, on peut voir avec un groupe extérieur assez compact et donc de plus petite taille que s'il était passé en tout pack, donc c'est assez discret. Et puis un module, alors là pour le coup, on a un module intérieur, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, là qui a un ballon intégré, c'était pour une réponse aussi de confort par rapport aux besoins d'eau chaude sanitaire, donc par rapport à l'ancienne, parce que nous j'ai eu l'occasion, étant membre du jury, de voir les photos de l'avant. Donc, on avait déjà un système qui était assez volumineux à la place. Donc, finalement, on a un système, au regard de ce qu'il y avait avant, plus compact que ce qu'il y avait avant. Et donc, avec un reste à charge très, très, très bas, là, pour le coup, vous pouvez noter déjà le faible coût de la fourniture et pose, auquel on va rajouter des aides de l'État à 1 500 €. Donc, un reste à charge de l'ordre de 4 000 € en TTC. Merci beaucoup, Pascal. Là, pour le coup, je vais réellement donner la parole à Julien Dartout, mais juste en avant, Julien, je voudrais préciser aux gens qui sont peut-être arrivés un petit peu en retard, n'hésitez pas à mettre au sein du picto Q et R, questions-réponses, vos questions. Vous l'ouvrez, un panneau s'ouvre, vous formulez votre question, vous l'envoyez à nos modérateurs qui feront la synthèse, et on verra ça une fois le webinaire, pour le coup, une fois les intervenants passés. Juste pour vous dire, donc Monsieur Cornet,
vous pouvez baisser la main et formuler votre question directement dans le Q&R. Merci beaucoup. Julien, là pour le coup, je ne me trompe pas, on va parler de dimensionnement avec toi. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Je me présente, Julien Dartout. Je suis gérant d'une entreprise de chauffage à Limoges, adhérent à la CAPEB et président de l'association PG. Je vais vous présenter les critères de dimensionnement de la pompe à chaleur hybride. Pour dimensionner correctement une pompe à chaleur hybride, vous devez respecter 3 critères cumulatifs. Le premier critère est lié aux déperditions du logement. La puissance de la pompe à chaleur devrait être comprise entre 40 et 60% des déperditions du logement à la température extérieure de base. Je vous précise qu'il existe toutefois une tolérance administrative vous permettant de pousser jusqu'à 80% des déperditions. Cette tolérance a été édictée par la DGEC dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. En dépit de cette tolérance administrative, je vous suggère vivement de respecter une plage de dimensionnement comprise entre 40 et 60%, parce que c'est à ce niveau-là que se situe l'optimum technico-économique de la pompe à chaleur hybride. Pour appliquer ce premier critère de dimensionnement, vous devez comparer ces déperditions à la puissance de la PAC, et il faut retenir une puissance thermique de la pompe à chaleur qui est déterminée suivant un régime d'eau de 0 degré température extérieure et 50 degrés de température départ chauffage. Donc si je dois faire la synthèse de ces 2 premiers critères, il convient de choisir une pompe à chaleur dont la puissance thermique, déterminée suivant le régime d'eau 0 degré température extérieure, 50 degrés température départ chauffage, est comprise entre 40 et 60% des déperditions à la température extérieure de base. Une fois que vous avez appliqué ces 2 premiers critères, vous devez vérifier que la pompe à chaleur que vous allez retenir assure une couverture au minimum de 70% des besoins en chauffage du logement. Je vais revenir maintenant sur le premier critère de dimensionnement que je vais détailler un petit peu parce que je vous ai dit qu'il y avait un optimum technico-économique pour la pompe à chaleur et qu'il fallait mieux se rapprocher d'une plage de dimensionnement, de 40 à 60%. Pour le gaz, en tout cas, pour la pompe à chaleur hybride gaz, un dimensionnement aux alentours de 40% pourrait être retenu. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne l'intérêt technique et l'intérêt économique de dimensionner de cette façon-là. En termes techniques, tout d'abord, il n'y a aucun intérêt à surdimensionner la partie thermodynamique de la pompe à chaleur. Il n'y a aucun intérêt, tout d'abord, parce que cette pompe à chaleur hybride est dotée d'un appoint fossile et que cet appoint fossile va couvrir à minima 100% des besoins déperditifs du logement. Donc, pas d'intérêt du tout à surdimensionner la partie thermodynamique. De plus, j'ajoute qu'un des nombreux intérêts de la pompe à chaleur hybride, c'est notamment en termes de rénovation énergétique par étapes. C'est le cas classique d'un client chez qui vous vous rendez, qui va vous expliquer qu'il doit d'abord commencer par remplacer sa vieille chaudière, et qu'ensuite il fera peut-être, ultérieurement, à un horizon qu'on ne connaît pas bien, 2 ans, 3 ans, 5 ans, des travaux d'isolation. Il est très clair que la pompe à chaleur hybride n'est pas parfaitement adaptée à ce cas-là, et que, en revanche, si vous surdimensionnez la pompe à chaleur, vous allez vous retrouver, quand le client aura réalisé ses travaux d'isolation, à un taux de dimensionnement de la partie thermodynamique qui sera très largement supérieur aux besoins. Donc, encore une fois, aucun intérêt technique à surdimensionner la pompe à chaleur. J'ajoute, et là je vous invite à vous rapprocher des fabricants avec lesquels vous travaillez, que, à mon sens, il est tout à fait pertinent que l'appoint fossile fonctionne un minimum pour assurer la pérennité de l'équipement. Ça vous évitera notamment de revenir, on le fait tous en début de saison, dégripper une pompe, vérifier le réglage d'un brûleur, relancer un brûleur, tout ça parce que l'appoint n'a absolument pas tourné. Je fais un tout petit focus rapide, pardon, j'ai un petit focus rapide sur le... Oui. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi, j'allais embrayer sur quelque chose, mais je t'en prie, vas-y. J'embraye après sur les solutions techniques. Je voulais quand même ajouter sur le côté économique, il est évident que si on surdimensionne la partie thermodynamique,
de cette pompe à chaleur, on va se pénaliser financièrement. On va se retrouver à présenter un devis à un client qui sera au moins équivalent au coût d'une pompe à chaleur électrique et une durée d'amortissement qui s'en trouvera obérée. Donc, aucun intérêt, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue économique, à surdimensionner la pompe à chaleur. J'enchaîne effectivement, Romain, merci de me rappeler, sur l'accompagnement dont vous pouvez disposer pour vous assurer que vous avez réalisé un bon dimensionnement de la pompe à chaleur. Deux types d'accompagnement, évidemment les outils qui sont proposés par les fabricants. À ma connaissance, ces outils sont gratuits, ils sont téléchargeables ou accessibles en ligne. Et chose importante, ils vous permettent de calculer le fameux taux de couverture thermodynamique. Vous savez, je vous ai expliqué que le dernier critère de dimensionnement, c'est le taux de couverture qui doit être à minima de 70% des besoins en chauffage du logement. C'est un calcul qui est un petit peu complexe à réaliser manuellement, donc vous pouvez vous appuyer sur les outils proposés par les fabricants ou par certains bureaux d'études ou sociétés éditrices de logiciels qui également proposent ce type de solution, mais qui, à ma connaissance, sont payantes. Vous avez également sur votre espace PG une fiche de synthèse qui est accessible en ligne et qui vous permet de vérifier les différents critères que je viens de présenter et de vous aider si vous avez des questions sur le dimensionnement de la pompe à chaleur hybride. Voilà pour les outils. Je vous propose de dérouler un exemple concret de dimensionnement de pompe à chaleur. Donc, on est parti sur une hypothèse d'une maison construite en 1984 à Lille. C'est pas vraiment mon secteur, mais j'imagine que la température extérieure de base retenue est la bonne, -9 degrés. Évidemment, pour ceux qui habitent dans cette région-là, vous corrigez de l'altitude, hein, le cas échéant, si besoin. Donc, pour des déperditions calculées à la température extérieure de base de 9,4 kW, on est parti sur une hypothèse de calcul de 40% des déperditions, ce qui nous donne une puissance de pompe à chaleur à 3,76 kW. Je rappelle que c'est une puissance suivant un régime d'eau de 0 degré température extérieure et 50 degrés température départ d'eau. Donc, on peut sélectionner une PAC hybride d'une puissance équivalente à 5 kW. On est dans le critère de dimensionnement, pas de souci. Et ça permet également, vous le voyez sur la slide, de vérifier que le taux de couverture est atteint. Là, en l'occurrence, on a un taux de couverture à 78% qui vous permet de rendre votre dossier éligible aux aides, notamment des certificats d'économie d'énergie. Voilà pour ma partie. J'espère avoir été suffisamment clair et je réponds à toutes vos questions. Je vois qu'il y a déjà une main levée. Je réponds à la fin peut-être, Romain? Alors oui, Julien, oui, on va essayer de se respecter quelques règles. Je passe la main sur la partie marketing. Allez. Voilà, exactement. Ce qui me permet, moi, avant de passer la parole à Julien, à Florian Pata, n'importe quoi ce matin, j'ai un problème avec les prénoms et les noms. Avec Florian, pour parler de la partie marketing. Donc, n'hésitez pas à mettre dans la partie QR, qui est située tout en haut de votre Teams, la question que vous voulez poser. Ceci sera envoyé aux modérateurs qui vont nous remonter des questions synthétisées, concaténées, qu'on remettra ici dans les quelques minutes après que Florian ait fait sa partie sur la partie marketing. En effet, Florian, visiblement, les feux sont au vert pour développer les ventes. Les feux sont au vert. Merci Romain. Vous m'entendez bien, c'est bon? C'est parfait. Allez, nickel. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à tout le monde de s'être inscrit et de participer ce matin. C'est très important comme sujet de dimensionnement, mais j'ai quand même coutume de dire que c'est qu'un moyen qui va permettre de vendre. Donc, ne focalisons pas sur le dimensionnement. Maintenant que c'est réglé, on avance et les feux sont au vert. Donc, le développement des ventes. Vous le savez, on y met des moyens importants. Quand on parle de filière, il n'y a pas que PG qui communique sur la PAC hybride, il y a GRDF et il y a vous également. PG fait comme des campagnes de communication au travers de gros médias type grandes chaînes télé, plus les réseaux sociaux, GRDF également, et vous aussi. Pour info, il y a 225 installateurs qui communiquent dans le cadre de la rentrée du chauffage sur la PAC hybride en ce moment même. Donc, il y a un vrai engagement de la part de toutes les parties. Le budget global, je vous le mets, je vous le donne en visibilité, en toute transparence. Pourquoi? Parce qu'il est important que vous voyez les moyens qu'on y met et que vraiment, c'est un produit sur lequel on mise beaucoup et on y met les moyens et 1,5 million d'euros uniquement sur ce sujet-là. Ensuite,
sur la slide suivante, on va refaire un peu d'histoire et remettre un peu la mémoire à tout le monde. On a lancé la mention pack hybride fin 2021, donc presque un an, comme l'a dit Romain. Et aujourd'hui, vous êtes 1418 installateurs PG mentionnés pack hybride. C'est très important d'avoir ce chiffre en tête. Pourquoi ? Parce que vous vous différenciez clairement de ce que certains appellent des bandits termes, des éco-délinquants, bref, employez le terme que vous souhaitez, mais en tout cas, on parle du mec qui fait du tap-tap, qui vient de Paris, qui va vous manger sur le dos, vous vous différenciez de lui. Ça, c'est très important. Alors, il y en a qui font très bien le travail, hein, mais on parle bien d'une catégorie de professionnels bien précise. 1418 mentionnés à date, et j'ai fait un peu le cumul, j'ai fait un calcul pour cumuler les heures que vous avez passées, vous, installateurs, en formation technique grâce aux modules qui ont été réalisés par les fabricants. Et d'ailleurs, on les remercie à l'occasion. Donc, des modules spécifiques pack hybride développés par les fabricants, plus des formations commerciales mises en place par GRDF et co-animées avec un prestataire qui s'appelle Bflower. Vous avez passé en tout, à date, 10 000 heures de formation. Et j'entends beaucoup les remontées des terrains. Moi, je travaille chez GRDF pour info au niveau des équipes marché grand public. Et je suis en relation très fréquente avec les chefs des ventes et les responsables de secteur qui vous animent au quotidien. Et on me dit très souvent que les installateurs n'ont pas le temps, qu'il y a trop de business, qu'il n'y a pas le temps. Et vous me le dites aussi. Mais malgré tout, on vous a vu en formation. Et aujourd'hui, on a réussi à former, à créer et à former un réseau de 1418 installateurs mentionnés pack hybride. Donc ce temps-là, il va falloir le mettre à profit et en tirer bénéfice, parce que si vous avez passé du temps sur le sujet, c'est que vous y voyez un intérêt. Sinon, je ne comprends pas. Slide suivante. Romain, s'il te plaît. Donc, du coup, un petit focus sur la rentrée du chauffage, vous le savez tous. Chaque année, il y a des temps forts qui sont organisés. Et comme l'a dit Romain, un des leviers de PG, c'est de vous apporter du business, donc de la visibilité sur votre chiffre d'affaires à court, moyen et long terme. Il y a la rentrée du chauffage en ce moment, donc tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et durant cet événement où toute la filière est fédérée, donc j'entends la filière, j'entends les fabricants, j'entends les grossistes, j'entends GRDF, j'entends les installateurs aussi qui font des offres. Toute cette filière qui est fédérée autour de l'événement rentrée du chauffage, s'est posé la question de dire on investit beaucoup sur la rentrée du chauffage. Comme toute entreprise qui se respecte, même si c'était une association, on est quand même dans le cadre d'une entreprise, on s'est dit il va falloir fixer un objectif. Donc l'objectif retenu avec le bureau, qui a été validé notamment par le bureau de l'association PG, c'est 2800 ventes, ce qui est ridicule en termes d'objectif, ça fait que 2 par mentionné. Donc si on refait un peu si on met ça en relief, moi si je suis un installateur que j'ai passé une dizaine d'heures en formation, c'est bien pour que j'aille vendre au moins 2 durant la période, pour au moins que je rentabilise mon investissement en termes de temps. Ensuite, quelques réflexes, parce qu'une fois qu'on s'est dit qu'il faut faire 2 ventes par mentionné durant la période de la rentrée du chauffage, c'est bien facile de le dire, il faut y mettre des moyens. Quelques réflexes. Pour information, j'ai animé plusieurs formations commerciales pack hybride. J'ai vu certains d'entre vous, notamment à Clermont, d'autres à Lyon et d'autres dans le Nord. Il y a un premier réflexe à avoir que tout le monde n'a pas forcément parce qu'ils ne sont pas toujours armés, vous n'êtes pas toujours armés sur la pack hybride. C'est dès que j'entends parler de pack électrique, ça va me faire penser à la pack hybride automatiquement. Il ne faut surtout pas les opposer. Il y a un système qui est la pompe à chaleur, une famille des pompes à chaleur, et dans la famille des pompes à chaleur, vous avez de l'électrique via le RO/RR, et vous avez la pompe à chaleur hybride. C'est une gamme de pompes à chaleur. Il faut toujours penser, quand on me parle pompe à chaleur électrique, je dois mettre tout de suite la pompe à chaleur hybride en réflexion et en parler avec le client. Évidemment, c'est vous les installateurs, si c'est pertinent en fonction du contexte. Pendant la rentrée du chauffage, on se focalise sur une cible prioritaire parce qu'elle a précisé que c'était effectivement très pertinent dans le cas d'une conversion. Je ne reviens pas du tout là-dessus, ce n'est pas du tout le sujet. Mais au moins, pour vous donner quelques réflexes, donc j'entends parler pack élec, je parle pack hybride. Mais j'en parle à qui? Si on se focalise pour une première étape de vente durant la rentrée du chauffage, c'est sur principalement un client gaz, parce qu'il aime déjà le gaz, il a déjà une bonne expérience avec le gaz, il aime le confort, il aime tout ce que ça apporte comme confort. Donc principalement un client gaz, maison individuelle qui vous parle de pack élec ou de système de chauffage dit renouvelable. Dès qu'on a ce type de client, il faut tout de suite se dire, il coche les cases, il faut que je lui parle de pack hybride. C'est automatique, ça doit être un réflexe maintenant. Parce qu'en plus, ça vous différencie clairement des autres installateurs qui ne sont pas mentionnés et ou qui ne posent pas ou qui n'installent pas de pack hybride.
parce que ça montre une expertise différente auprès du client et ça valorise encore votre expertise technique. Et là, il y a un vrai sujet. Alors, Pascal, j'ai bien aimé l'expression de Pascal qui était « on ne met pas les deux pieds dans le même sabot ». Il y a aussi un installateur, je me suis permis de reprendre une punchline ou une phrase type d'un installateur dans la région Est qui dit toujours à ses clients « Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, installez votre indépendance énergétique à la maison ». C'est ce que disait Romain également en préambule, c'est une réponse locale à un problème global. Donc, du coup, quand on dit ça, c'est important parce qu'il faut remettre aussi dans le contexte. Aujourd'hui, les clients, vous en êtes les premiers témoins et vous me le partagez quand on fait des formations commerciales, ils ont des doutes, quelle énergie choisir, les prix, et ainsi de suite, l'évolution, la crise en Russie, ainsi de suite. Il y a tout un tas de phénomènes et de contextes qui font que ça questionne. Mais du coup, la PAC hybride est une excellente réponse parce que ça va permettre au client de dire ben moi, je ne suis pas lié à l'une ou à l'autre, je peux switcher, je peux changer en fonction de l'évolution du contexte. Ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que pour les clients, il y a un élément de réassurance limite psychologique. C'est très important à l'heure actuelle. Les arguments qui font mouche, c'était dans une slide présente, j'ai remis les mêmes, c'est les économies. Donc on a dit 30, 40, 50% en fonction de l'équipement qui est remplacé. Donc les économies en termes de consommation énergétique. Compétitivité, on a des fabricants aujourd'hui dans l'assistance, ils pourront le confirmer. Quand c'est dimensionné correctement, comme l'a précisé Julien, l'optimum technique-économique, c'est moins cher qu'une solution alternative concurrente. En termes de sérénité, ça c'est un petit feedback, un petit retour qu'on a des clients. Ils aiment bien le fait d'avoir de biénergie et deux équipements parce qu'ils se disent que de toute manière, si un jour il y a une panne qui peut arriver sur un équipement, ça arrive, ils sont plutôt tranquilles parce qu'ils ont toujours un minimum de confort à la maison le temps que l'installateur intervienne. Et puis pour vous, c'est un gros intérêt parce que vous savez qu'il y a une difficulté d'avoir des pièces détachées. Le temps que j'ai bien les pièces détachées, mon client il a toujours un minimum de confort. Ça, c'est très important pour le client. Et au niveau de l'écologie, je reprends l'argument qui est toujours le même, c'est pack élec, pack hybride. En termes de CO2, il n'y a pas de sujet, c'est la même chose. Source ADEME, donc non opposable. Je reparlais justement des 10 000 heures de formation auxquelles vous, chef d'entreprise et vos collaborateurs avez pu assister. Ça veut dire que vous vous êtes investi, puis là, votre investissement doit porter ses fruits. Donc, c'est un démarrage, il va falloir y aller. Et il est important que pour vous, en tant que chef d'entreprise, il est important de valider que votre investissement paye. Si demain, vous installez une nouvelle machine ou un nouvel équipement, un nouvel outillage, c'est pour que ça soit rentable pour votre entreprise parce que votre réalité, c'est que tous les mois, il faut faire du chiffre d'affaires, payer vos charges et dégager des salaires parce que vous assurez quand même, comme Pascal avec 12 salariés, vous assurez quand même quelques familles derrière. Donc, il faut vous assurer que tout ce que vous fassiez soit rentable. Pour s'en assurer, ce qu'on va faire, merci Romain, on va faire des bilans. C'est la chose normale que fait une entreprise. Je fais une action, je fais un bilan. Ça marche pas. Et si ça ne marche pas, je corrige. Et qu'est-ce que je peux faire pour corriger? Il va y avoir des bilans de réaliser. Ces informations que je vous partage, elles sont partagées également en interne chez GRDF auprès des responsables de secteur, notamment des chefs des ventes. On va demander un bilan parce qu'il y a un investissement, les 1,5 million d'euros, vous investissez en formation, on communique. Donc, il va falloir qu'on fasse un bilan de la rentrée du chauffage. Fin novembre, début décembre, vous allez être contacté par vos interlocuteurs GRDF de manière individuelle, soit à distance, soit en physique, en fonction de la proximité de l'interlocuteur et de l'intérêt à faire une rencontre physique. Et on va comptabiliser, on va mesurer une seule chose. Donc la question qu'on vous posera, c'est « Bonjour monsieur installateur, combien tu as signé de devis pompe à chaleur hybride durant la rentrée du chauffage et combien tu en as en cours ?» C'est uniquement ça qu'on va valider. Il faut qu'on valide sur tout ce qu'on fait va apporter quelque chose et des fruits concrets pour vous et pour la filière au global. Je terminerai là-dessus, puisqu'après, il faut laisser la place aux questions-réponses. Prochaines étapes, il y a encore les formations fabricants. Donc, on les remercie une nouvelle fois, c'est l'occasion de les remercier, et également Gérald pour ces formations fabricants. Il y a des nouvelles dates qui vont vous être communiquées et également des nouveaux centres qui vont ouvrir en fonction des fabricants pour vous permettre d'être au plus proche des fabricants et des formations pour la PAC hybride. 2, les formations commerciales. Il va y avoir encore de nouvelles dates. Si vous n'avez pas encore été en formation commerciale, on a d'excellents retours sur les formations commerciales.
Le but, c'est de vous donner des clés et quelques arguments pour pouvoir proposer et signer et transformer en pompe à chaleur hybride. Ça plaît beaucoup aux installateurs PG. Il y a encore de nouvelles dates. Et pour ceux qui auront déjà fait une première date, il y aura du niveau 2. On va aller un peu plus loin. Parce que là, on a donné un premier vernis. Et là, il va falloir qu'on repasse encore une couche pour aller un petit peu plus loin au niveau de la maturité commerciale et améliorer le taux de transformation, notamment des affaires. Et enfin, prochaine étape, il y aura un webinaire qui sera exclusivement réservé, encore une fois, dans le cadre de la mention. Parce que vous êtes mentionné, vous avez droit à des exclusivités. Aujourd'hui, il n'y a que des mentionnés PAC hybride. Il y aura un webinaire sur les aides suite à la publication de la loi de finances 2023, très utile pour votre business parce que les clients en sont très demandeurs.